Alors, je suis Aurore Bernat, je suis responsable de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cet événement qui est organisé avec le Centre national fin de vie soins palliatifs, la SFAP, donc Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Le webinaire sera présenté par Sophie Opé de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, avec Thomas Concalves du Centre national fin de vie soins palliatifs et avec Claire Barbier pour la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Alors, nous allons vous proposer en préambule une capsule vidéo réalisée par la docteure Vilma Tripodoro, chercheuse à l'Institut Culture et Société de l'Université de Navarre en Espagne, qui a participé à cette analyse. L'Atlas est issu d'une analyse menée par l'Observatoire mondial des soins palliatifs et met en lumière de profondes disparités dans la prestation des soins palliatifs à travers l'Europe. Ce webinaire sera enregistré et nous vous demandons, dans la mesure du possible, de couper vos caméras et micros pendant la présentation. Il sera ensuite accessible sur notre chaîne YouTube. Et au niveau des prochains événements, je peux déjà vous parler du prochain webinaire de la plateforme le jeudi 29 janvier pour vous présenter la plateforme et ses outils. Voilà, je vous souhaite un très très bon webinaire. Bonjour à tous, on va commencer par la lecture de la capsule vidéo proposée par Vilma Tripodoro. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vilma Tripodoro, je suis médecin et chercheuse à l'Observatoire mondial d'Atlantes des soins palliatifs à l'Université de Navarre en Espagne. Aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques minutes pourquoi la France se situe parmi les 10 pays les plus avancés au monde en soins palliatifs. C'est la question que pose le nouvel Atlas européen 2025 de l'EAPC, en cohérence avec la carte mondiale des soins palliatifs d'Atlantes publiée au Journal of Pain and Symptom Management. Ensemble, ces deux évaluations dressent un tableau précis. La France occupe le 9e rang mondial dans les groupes de pays à développement avancé. Le contexte français. Depuis plus de 20 ans, la France a fait des soins palliatifs une priorité nationale. La première loi date de 1999, puis la loi Claeys-Leonetti de 2016 a renforcé les droits à la sédation et à la décision partagée. Aujourd'hui, une stratégie décennale 2024-2034 poursuit cette politique avec un objet clair, que chaque citoyen ait accès à un accompagnement digne où qu'il vive. Ce cadre législatif solide s'accompagne d'un engagement professionnel et citoyen remarquable, des associations, des réseaux, des équipes hospitalières et des terrains qui traduisent cette politique en réalité quotidienne. Les points forts selon les cadres de l'OMS. L'évaluation selon les indicateurs de l'OMS montre une maturité complète du système français. Sur le plan des politiques publiques, la France dispose d'un plan national, d'un organe de coordination au sein du ministère de la Santé et d'un fort mouvement social autour de la fin de vie. Côté formation, toutes les facultés de médecine et des écoles infirmières incluent les soins palliatifs dans leur programme. La discipline est reconnue comme une spécialité médicale. En matière de recherche, la France figure parmi les pays les plus actifs d'Europe, avec un programme scientifique national dédié à la fin de vie. Les médicaments essentiels, morphine, opioïdes, sédatifs, sont disponibles à tous les niveaux du système de santé, y compris à domicile. Enfin, les pays comptent plus de 600 équipes spécialisées, hospitalières ou mobiles, adultes et pédiatriques, qui assurent une couverture quasi universelle du territoire. En somme, ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de cohérence entre politique, formation, accès et culture du soin. Comme conclusion, les soins palliatifs sont une mesure du progrès humain d'une société. Ce que montre l'Atlas, c'est qu'en France, les soins palliatifs ne sont plus perçus comme une option, mais comme une composante essentielle de la santé publique et des droits humains. Bien sûr, des défis demeurent. Réduire les disparités régionales, renforcer la coordination
et soutenir les équipes face à la complexité croissante des besoins. Mais l'expérience française illustre un message fort. Quand la société choisit de placer la dignité au centre du système de santé, le progrès devient possible. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Voilà, donc on va reprendre, on remercie Vilma Tripodoro pour cette capsule et on va reprendre un peu plus en détail cette édition 2025 proposée par l'Observatoire mondial des soins palliatifs Atlantes, réalisée conjointement avec l'Association européenne pour les soins palliatifs, IAPC. Donc cette édition, comme il a été dit en préambule, révèle des disparités profondes dans la prestation des soins palliatifs à travers l'Europe, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant à l'accès aux services essentiels pour les personnes atteintes de maladies limitant leur espérance de vie. En parallèle de cette édition européenne, 4 autres éditions ont été réalisées en 2025, à savoir celle de la région de l'Asie Pacifique, l'édition des Amériques, de l'Afrique et des régions méditerranéennes Est. Cette édition européenne présente un aperçu le plus détaillé et le plus complet à ce jour de la manière dont les pays répondent à la demande croissante de soutien palliatif. Elle vise à renforcer son impact grâce à des données plus solides, des orientations plus claires et une vision commune des soins palliatifs comme composante essentielle des systèmes de santé à travers le monde. Donc, je vais vous présenter maintenant la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser ces différents atlas, et notamment l'édition européenne. Il s'agit d'une méthodologie en 5 étapes qui a permis tout d'abord l'identification d'experts nationaux avec la mise en place d'un partenariat avec les bureaux régionaux de l'OMS et les organisations internationales pour établir un réseau mondial d'informateurs. Au moins 2 consultants par pays ont été sélectionnés selon des critères stricts d'expérience et de reconnaissance. Et au final, ce sont un total de 200 experts qui ont effectivement participé à l'étude. Ce réseau a permis de collecter des données pour 52 des 56 pays recensés. La collecte des données a été réalisée via une formation accréditée avec 600 participants issus de divers pays qui ont suivi un cours en ligne accrédité par l'Université de Navarre, structuré en 4 unités thématiques avec des conférences vidéo et des études de cas. Ensuite, les réponses des experts ont été compilées et harmonisées avec la littérature existante et les documents officiels. Des profils nationaux ont été examinés par des experts, puis approuvés par les associations nationales. Ce qui est donc fondamental pour transformer les données brutes collectées en des rapports nationaux fiables. L'analyse statistique et la validation de chaque indicateur a été effectuée avec le calcul d'un score de développement global comme moyenne arithmétique et une classification des pays en 4 niveaux conceptuellement définis a été effectuée. Toutes ces différentes étapes permettent d'aboutir à la création d'atlas illustrant les disparités mondiales, facilitant les comparaisons entre pays et le plaidoyer politique. L'Atlas européen a, quant à lui, été publié et présenté officiellement lors du 19e congrès mondial de l'IAPC à Helsinki en mai 2025. Ici, vous pouvez voir l'ensemble des pays européens ayant participé à l'édition de cet atlas.
En 2021, l'OMS a introduit un nouveau cadre conceptuel avec 14 indicateurs mesurables répartis en 6 domaines. Ce cadre évalue la situation des soins palliatifs en se basant sur 6 composantes essentielles, mesurées par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Ces 6 composantes sont la recherche, les politiques de santé, la formation, l'utilisation des médicaments essentiels, l'offre de soins palliatifs et l'autonomisation des personnes et des communautés. Ce modèle, connu sous le nom de maison des soins palliatifs, avec le patient qui est au cœur de la maison, contribue aux objectifs de la couverture sanitaire universelle en favorisant la responsabilité et la transparence et le suivi du progrès. Les 14 indicateurs issus de ces 6 composantes donc sont représentés ici, avec l'autonomisation des personnes et des communautés, les politiques de santé, des indicateurs pour la recherche, les médicaments, la formation et les services de santé intégrés. Et donc, ceux-ci vont être détaillés par la suite. Je laisse la parole à Claire Barbier pour la suite. Alors, je suis désolée, ma caméra ne marche pas, donc je vais vous présenter sans la caméra. Donc là, je vais vous présenter l'indicateur sur la consommation des opioïdes en France. Notre moyenne se situe à 6,4 SDD, qui est une dose, le SDD, c'est une dose standard, Defined Daily Dose pour les statistiques, qui est donc notre résultat. Donc c'est une unité qui est normalisée pour comparer les consommations entre des pays ou des périodes sans que cela dépende de la taille de la population. C'est une unité de mesure qui permet de comparer des pays de très différentes tailles en France. Donc on est légèrement au-dessus de la moyenne qui se situe à 4,9. Voilà. C'est pour donner une idée de notre consommation en France. Prochaine slide, s'il te plaît, Sophie. En France, on a globalement une bonne disponibilité des traitements antidouleurs et des traitements de soins palliatifs qui sont globalement assez disponibles autant en zone rurale qu'en zone urbaine. Les patients bénéficient d'un accès entre 70% et 100% aux traitements concernant ces types de traitements, grâce aux pharmacies de garde, aux prescriptions qui sont possibles par l'ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité. On a aussi une bonne disponibilité des morphiniques à libération immédiate, pareil, entre 70 à 100%, autant en zone rurale qu'en zone urbaine, avec une prévalence des Français ayant au moins une prescription d'opioïdes de 18% d'après l'Observatoire français des médicaments antalgiques. Prochaine slide. Il y a une moins bonne disponibilité. Alors, le chiffre n'est pas très précis. Ça reste une bonne disponibilité entre 30% à 70%. De formulation. Donc, on n'a pas toutes les formes qui sont disponibles, à la fois transdermique, injectable, anal et orale, selon les vitesses d'action qui soient soit libération immédiate, soit libération prolongée. Donc, selon où on est en France, toutes les formes ne sont pas disponibles et tous les opioïdes non plus. Par exemple, la méthadone, l'hydromorphone, qu'on ne trouve pas forcément absolument partout. Et puis, il y a aussi des réticences de médecins. Certains médecins peuvent être réticents à prescrire parce que pas ou peu formés formés ou à l'aise avec ce type de prescription. Voilà, sur la question de la formation en soins palliatifs, toutes les écoles, que ce soit les écoles d'infirmiers ou de médecins, proposent des formations en soins palliatifs de manière non optionnelle. Il existe depuis cette année un professeur en soins palliatifs. Jusque-là, cette discipline n'était pas reconnue comme une spécialité, mais plutôt comme un domaine particulier de compétences. Là, c'est bon, c'est reconnu comme une spécialité qui est en cours de développement
du coup, de plus en plus. Voilà pour la formation. Je laisse la parole à Thomas. Alors oui, bonjour à tous. Sur les indicateurs qui montrent l'engagement en fait des personnes et de communautés, l'empowerment, il y a plusieurs indicateurs qui sont développés dans cet atlas, avec l'existence notamment de structures dédiées à la promotion des droits. Donc, ça peut passer par nous, au Centre national, nos missions d'information et de communication auprès du grand public. Il existe aussi France Asso Santé et toutes les associations qui sont adhérentes à France Asso Santé qui promeut les droits en faveur des personnes malades ou même il y a des associations relatives au bénévolat d'accompagnement qui sont adhérentes à France Asso Santé. Il y a aussi la SFAP qui, par ses actions, peuvent contribuer à l'information du grand public. Je pense notamment au dispositif de dernier secours. Et ensuite, plus localement, il y a les ARS qui ont des référents soins palliatifs, les espaces éthiques et puis les cellules d'animation régionale de soins palliatifs qui abordent aussi des missions relatives au grand public. Et enfin, il y a les dispositifs d'appui à la coordination qui se mettent en place sur le territoire depuis quelques années. Le deuxième indicateur, il est relatif à la mise en place de politiques sur les directives anticipées et l'advanced care planning. Voilà, c'est la bonne slide. Merci. Donc, les directives anticipées sont mises en place depuis la loi Leonetti en 2005. Et en revanche, sur l'advanced care planning, il n'y a pas de loi dédiée à l'advanced care planning, mais on retrouve dans les différents plans et stratégies la mention de l'advanced care planning et cette notion d'anticiper les soins, notamment dans le plan 2021-2024. Dans la stratégie décennale, c'est repris avec un terme plan personnalisé d'accompagnement. Slide suivante. Sur les politiques de santé, donc l'Atlas européen met en avant toutes les politiques qui ont pu être mises en œuvre sur les soins palliatifs depuis l'origine. Donc en France, il y a eu la loi de 99, puis s'est suivi des lois en 2002, 2005, 2016, et puis 2025 qui est actuellement en discussion. Et ces lois ont aussi ont été mises en place de manière concomitante avec des plans. Donc le premier a été mis en place en 99, puis il y en a eu 5 jusqu'à celui de 2021-2024, puis la stratégie décennale qui a pris la suite, avec aussi des structures qui ont été créées spécifiquement sur la question des soins palliatifs et la fin de vie. Donc, j'y reviendrai juste après, mais il y a le Centre national, la plateforme, l'observatoire à l'époque. Donc, voilà, tout un tas de structures qui ont été créées. Alors, sur les soins palliatifs qui sont intégrés au système de santé, donc voilà, les soins palliatifs sont des actes qui sont remboursés par l'assurance maladie, qui sont disponibles en ville et à l'hôpital avec des dispositifs différents. On y reviendra par la suite sur le chapitre sur l'offre de soins. Et il y a aussi des actions de formation pour les professionnels libéraux, notamment, qui peuvent se former aux soins palliatifs. Il y a des DU ou des IU ou des masters sur les soins palliatifs. Et sur la partie intégration aussi, au sein du ministère de la Santé, donc il y a la Direction générale de l'offre de soins qui a un pôle dédié aux soins palliatifs et à la fin de vie. Nous, au sein du Centre national, on est totalement dédié à la formation et communication des droits en matière de soins palliatifs et de fin de vie en France. Puis, il y a la plateforme également qui met en lien tous les chercheurs sur cette thématique-là. Et enfin, on a aussi mentionné la Haute Autorité de Santé, qui n'est pas directement sur les sujets de soins palliatifs et de fin de vie, mais qui peut, dans certains cas, se saisir de sujets sur les soins palliatifs ou la fin de vie à destination plutôt de recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels. Et enfin, sur la partie de l'offre de soins, pour l'Atlas européen, il était demandé de transmettre l'existence d'équipes spécialisées de soins palliatifs sur le territoire. Alors, ça prend en compte
les USP et les équipes mobiles de soins palliatifs, les LISP ne sont pas dans le recueil de cet atlas-là, parce que c'est un système qui existe assez peu à l'étranger, voire pas du tout. Il y a les hospices, mais qui est un terme qui n'est pas vraiment employé en France, mais qu'on a considéré un peu comme de la prise en charge palliative qui peut être prodiguée en EHPAD. Les futures maisons d'accompagnement, on se rapproche plus de ce terme-là. Et ensuite, par l'offre en HAD, qui souligne en fait la part de l'activité qui peut avoir lieu en dehors de l'hôpital. Et donc, il y avait 0,9 services spécialisés de soins palliatifs pour 100 000 habitants en France, ce qui est assez proche de la médiane de l'Atlas qui est de 0,96, avec le minimum qui est de 0 pour le Kosovo et le maximum de 3,68 pour l'Autriche. Et enfin, il y a la même série d'indicateurs qui étaient demandés pour la pédiatrie. Et donc, on a mentionné l'existence des équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques, voilà, qui intègrent la démarche palliative pour les prises en charge des enfants. Et au moment où on a renseigné les données, il y avait 23 équipes, des 23 de la SPP, il y en a 24 aujourd'hui. Et on a mentionné aussi, via la stratégie décennale, qu'il y avait d'autres dispositifs qui étaient en cours de création ou expérimentation, comme les USP pédiatriques. Et je laisse la parole pour la partie recherche. Alors, concernant la recherche en France, le premier indicateur retenu est la production d'articles évalués par les pairs. Ce niveau de production est estimé élevé, ce qui place la France juste en dessous des pays considérés comme ayant une production très élevée. On peut citer la Belgique, l'Espagne ou le Royaume-Uni. La France est ainsi classée parmi les 15 premiers éditeurs mondiaux de données concernant les soins palliatifs. Le second indicateur évalué est la présence d'appels à projets nationaux incluant des thématiques sur les soins palliatifs. En France, ces thématiques étaient effectivement déjà présentes au sein de certains appels à projets. On a pu noter la création en 2018 donc, de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, qui a permis et qui continue à renforcer et structurer la recherche dans ce domaine et qui a été renforcée en 2024 par l'élaboration du premier programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie. Ce programme est piloté par l'Agence de programme de recherche en santé dans le cadre de la stratégie décennale. De plus, c'est arrivé après la collecte de ces indicateurs, mais on pourra l'indiquer plus tard. Pour la campagne 2025-2026, les appels à projets proposés par la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé ont intégré comme thématique prioritaire les soins palliatifs et la fin de vie. Il est à noter qu'en Europe, au moment du recueil des données, seuls 6 pays avaient des appels à projets nationaux spécifiquement dédiés aux soins palliatifs. Enfin, le dernier indicateur pour la recherche proposé est l'existence de congrès ou de réunions scientifiques. Depuis les années 90, la France organise un congrès annuel spécifiquement dédié via la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et depuis 2018, des journées scientifiques proposées par la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie ont également été mentionnées, ce qui place la France en très bonne position sur cet indicateur. En revanche, il est à noter que la recherche en Europe et dans le monde reste un domaine qui est faiblement investi, tout comme l'accès aux médicaments avec des lacunes persistantes, même dans certains contextes à revenus élevés. Je laisse Claire conclure
sur cette analyse. Alors, nous avons constitué un groupe de travail donc avec l'ASFAP, le Centre national et la plateforme avec plusieurs objectifs. Déjà pour identifier les domaines de faiblesse de la France par rapport à des pays comparables, pour mieux se préparer à coordonner la prochaine édition de l'Atlas, proposer d'éventuels indicateurs spécifiques pour la France, donc de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait identifier pour mieux s'améliorer au sein de la France. Mettre à jour annuellement ces indicateurs qui sont en évolution permanente et les diffuser par la suite. Utiliser ces données comme des outils de communication convaincants à des fins d'apprentissage, de prise de décision, pour orienter les actions et viser à faire progresser les soins palliatifs en France. Donc voilà, on est en train de monter ce groupe de travail pour cette année. On est très favorable à la collecte de propositions ou de suggestions d'indicateurs qui pourraient enrichir ce groupe. Donc, si jamais vous avez des idées d'indicateurs de votre côté, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail. Il y a nos contacts, donc moi et Étienne pour l'ASFAP, et puis Thomas pour le centre, Sophie, Guillaume, Adrien et Sophie pour la plateforme. Voilà, nous on réfléchit déjà de notre côté à l'ASFAP à faire éventuellement passer un petit sondage sur des indicateurs en interne bientôt. Donc n'hésitez pas à nous en faire part si vous avez des idées. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des échanges particuliers. Bonjour, moi j'ai peut-être une réaction. J'ai levé la main, mais comme je vois qu'il y a un espace de parole. Bonjour, Catherine Roussel de la SFAP. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire et puis voilà l'illustration de cette collaboration pour ce beau projet et les premiers résultats là qui sont intéressants pour situer la France. Juste peut-être une proposition dans les acteurs qui peuvent contribuer. Il me semble que en particulier sur l'aspect des formations et le recensement des formations, il y a les formations universitaires, mais il y a aussi tous les dispositifs de formation qui sont déployés sur les territoires. Et il y a peu de temps, là, on réfléchissait avec les cellules d'animation régionale à pouvoir cartographier toutes les propositions existantes. Donc sur ce sujet, je pense qu'on peut progresser dans le recueil d'indicateurs et je suppose, je suis persuadée que les cellules d'animation peuvent être un acteur vraiment intéressant pour nous aider à recueillir en particulier ces données. Donc peut-être pour votre groupe de travail, pensez à la façon dont on peut les solliciter par anticipation, dans l'idée effectivement au fil de l'eau, d'organiser le recueil des données, et ça peut être tout à fait par l'intermédiaire de la SFAP qui est reliée, mais voilà, c'est peut-être à penser au sein du groupe. Merci à vous, en tous les cas. D'accord. Catherine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Marie-Laure Sarafinov, vous souhaitiez qu'on revienne sur une slide, c'est ça? Je peux essayer de repartager le diaporama. Alors, c'était peut-être les indicateurs, c'est ça? C'était ça que vous vouliez revoir, Marie-Laure? Oui, bonjour. Juste celle d'après qui présente les indicateurs 11 à 14, c'est ça? Oui, c'est Oui. celle-ci. Oui. Parce que du coup, les indicateurs sur l'offre de soins palliatifs, ils sont détaillés où? Après, c'est Thomas qui les a présentés ici. Oui. En Le fait, 13, là. Ouais. il y a deux parties d'indicateurs généraux qu'ils ont retenus pour l'offre de soins, adultes et pédiatrie. Et sur la partie adulte, ils ont fait le choix de distinguer l'hôpital, les hospices et les home care que nous, on a un peu traduit par l'HAD. Et sur la pédiatrie, c'est plus des soins palliatifs spécialisés à la prise en charge de soins palliatifs.
Voilà, c'est ces deux distinctions-là d'indicateurs qui ont été faites par l'Observatoire Atlantes. Ok, merci. Il y a d'autres questions. Donc, il n'y a pas à ce stade, il n'y a pas d'idée sur l'échéance de la prochaine édition, mais donc notre envie, c'est d'être en ordre de marche pour récolter ces données, pour recueillir ces indicateurs de façon annuelle, pour être prêt pour les transmettre à Atlantes le moment venu, et puis aussi pour que nous, au niveau de la France, on puisse avoir un intérêt de les suivre et ou de les adapter aussi en fonction de notre propre contexte et réfléchir éventuellement à en élaborer de nouveau si des informations, des données sont manquantes. Vas-y Guillaume, si tu veux intervenir. Oui, alors moi, c'est par rapport à l'indicateur host species. C'est vrai qu'en fait, jusque-là, hein, l'indicateur host species, il était quand même difficile de pouvoir réellement le remplir. Alors, vous avez considéré que les EHPAD, potentiellement, alors je sais pas, je pense que ça peut être une stratégie de dire les EHPAD, et en même temps, ça correspond pas réellement à ce que host species veut dire hein, pour un anglophone. Et d'un point de vue stratégique, je trouve que ça montre un surdéveloppement de l'offre de soins palliatifs en France, mais ça peu importe, hein, et j'anticipe surtout la suite avec la nouvelle loi qui va arriver, et je pense qu'il y a un enjeu à vraiment suivre le développement et l'efficience de ces nouvelles structures qui vont ouvrir pour pouvoir les rapporter fidèlement au niveau du prochain Atlas. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est que je soutiens complètement hein, ce qui est dit. Il faut anticiper le prochain Atlas et peut-être même avoir une approche proactive de la collecte de ces données pour pouvoir les avoir au fil de l'eau. Déjà, parce qu'en fait, la classe, c'est juste un moment, un point, un temps T où on va rapporter quelque chose. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on ait une vision longitudinale du développement des soins palliatifs et de l'offre qu'on a. En particulier du fait que là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur le plan clinique. On a Madame Sarafinov qui est ici et qui soutient le développement à ce niveau-là, mais aussi sur le plan de l'enseignement et sur le plan de la recherche. Et je pense qu'en fait, on laisse passer beaucoup de choses qui relèvent aussi du reporting possible pour le projet Atlantes, parce qu'on perd finalement ce recueil longitudinal des indicateurs. Donc voilà, je pense qu'il y a un réel enjeu à pouvoir se structurer pour pouvoir réellement collecter l'ensemble des données tout au long de l'histoire, et puis aussi pour voir en fait l'efficacité de nos politiques de santé et de nos politiques de manière générale, que ce soit en recherche ou en enseignement. Voilà. Et Marie-Laure, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, monsieur évoquait l'enjeu aussi de mesurer l'efficience. Nous, ce qui nous anime, et dans les travaux qu'on a bien sûr aussi avec vous, c'est de pouvoir documenter ce maillage de l'offre de soins palliatifs. Comment on s'assure qu'à l'échelle de chaque territoire, on a bien l'ensemble des attendus, tout ce que l'on attend pour constituer les filières de soins palliatifs. Dès lors qu'on a pu publier ce cadre d'organisation des filières soins palliatifs avec les parties prenantes, il nous importe, nous, de bien documenter comment cette offre trouve à s'étoffer, mais surtout, et c'est là ce qui est difficile à faire, comment on s'assure que l'offre est bien en adéquation avec les besoins. Et à la fois à l'instant T, mais aussi en perspective. Vous le savez mieux que moi, pour former des professionnels en soins palliatifs, ça ne se fait pas en un jour. Donc, comment on s'assure, dans le cadre d'une mise en perspective, on sera toujours en capacité de bien répondre aux besoins. Et voilà, on est dans un contexte qui évolue, bien sûr, mais peut-être pour de futurs travaux, en tout cas, nous, c'est ce qui nous occupe et nous mobilise, et ce serait intéressant que ce soit retranscrit dans cet atlas mondial également. Et puis moi, je suis très contente, je trouve toujours dommage
qu'on n'ait pas plus souvent l'occasion de documenter sur ce qui fonctionne en France. On a quand même un rang dont on ne doit pas rougir. Bien sûr, il y a des choses encore à améliorer, c'est certain. Mais on y travaille et il y a quand même une dynamique qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Et c'est pour ça que je posais la question en marge de savoir si, par exemple, lors du congrès de la SFAP, il y aurait un temps dédié à cette présentation de l'Atlas mondial des soins palliatifs pour faire connaître, voilà, aussi, voilà, et éclairer comment on se situe par rapport à d'autres pays. Et je réagis juste là-dessus. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas souvent l'habitude de montrer finalement ce qui fonctionne. Mais le problème de ces comparatifs, c'est que justement, c'est du comparatif. On n'est pas non plus sur est-ce qu'on rentre dans la catégorie soins palliatifs suffisamment développés. C'est pas ça la question qui est posée, mais c'est finalement où on se situe par rapport aux autres pays. Et il y a des pays, en particulier les pays anglo-saxons, qui ont une offre qui est démesurément plus développée que la nôtre. Donc nous, forcément, par rapport à eux, on est en dessous. Et pour le coup, je trouve qu'on tient plutôt bien la route. Mais on se classe aussi bien parce que tous les autres sont vraiment sous-développés. C'est pas Alors c'est un bel indicateur parce que ça nous permet quand même de nous dire qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, je pense pas qu'on puisse le prendre de manière brute comme les soins palliatifs en France sont bien développés ou sont suffisamment développés. Je pense que c'est plutôt par rapport à des pays où on peut comparer, où on peut aller regarder, il y a un effort énorme qui est fait et qui fonctionne. Maintenant, effectivement, quand on se pose la question de l'adéquation par rapport aux besoins, on reste en deçà de la réponse. Le biais, c'est qu'on ne dispose pas tous de données exhaustives, fiables, et notamment au niveau 1 de soins palliatifs. On est capable de documenter le niveau 3, mais toutes les situations ne relèvent pas d'un niveau 3 de prise en charge. Et l'enjeu, il est aussi là de chiffrer, c'est moche, mais aussi de faire parler, de documenter tout ce qui est pris en charge au niveau 1 et 2. Et on manque de données, c'est certain, mais on y travaille. Thomas, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'était juste pour répondre à la toute première remarque sur les hospices et les EHPAD. Alors, sur l'indicateur, on est à 2 sur 4, donc je crois que ce qui est considéré comme émergent pour le niveau 2, en tout cas Atlantes. Et alors nous, on a inscrit les EHPAD en fait dans les réponses un peu libres qu'on avait pour étayer la question, mais ils interviennent pas dans le calcul de l'offre. On les a pas considérés dans le calcul de l'offre parce que c'est pas une offre spécialisée en matière de soins palliatifs. Je voulais juste préciser ça pour dire que on n'a pas, on les a mentionnés, mais on les a pas comptabilisés en tout cas dans le recueil de l'offre spécialisée de soins palliatifs. Et on avait mentionné également, en tout cas nous au centre, les maisons d'accompagnement qui se rapprochent pour nous un petit peu plus de la définition d'hospice. Donc on l'avait mentionné en tout cas en commentaire libre pour cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y, Aurore. Voilà, alors juste pour finir, je voulais vous dire que mardi matin, nous avions l'intervention lors des journées scientifiques de 2 chercheuses qui sont associées au programme Atlantes, Marie-Charlotte Boisseau et Vilma Tripodoro, dont vous avez pu voir la capsule vidéo. On vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder sur la chaîne YouTube. Prochainement, on va monter le montage de ces journées scientifiques. Vraiment, c'était des interventions aussi intéressantes pour recomprendre les contextes de méthodologie, etc. Donc voilà, ça peut donner aussi un petit ancrage si vous le désirez. On vous diffusera le lien aussi. Voilà. Sarah Douchy, je peux prendre la parole. Sarah, Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Ouais, très bien.
Ça y est, super. Je suis désolée, j'ai un problème de connexion. J'arrive pas à brancher ma caméra non plus. Merci beaucoup parce que c'est passionnant et je me posais une question dans les indicateurs qu'on pourrait justement générer et proposer de manière un peu proactive. Moi, je me pose une question dans la lignée de ce que disait Marie-Laure Sarafinoff, c'est-à-dire les niveaux 1 et 2, et mon équivalent pour les niveaux 1 et 2 dans les enjeux dont s'occupe le centre, c'est le niveau d'information de la population. Et je me demandais si on pouvait imaginer proposer des indicateurs comme ceux qui sont issus du sondage de l'enquête que réalise le centre régulièrement sur le taux de connaissance par les personnes. Alors, la question, c'est de quoi? Est-ce que c'est de la définition des soins palliatifs? Est-ce que c'est de leur fin de vie? Dans notre sondage, il y a une trentaine de questions, donc l'idée, c'est pas d'en retenir 30. Mais est-ce que ça peut faire partie des propositions? Parce qu'il me semble qu'effectivement, il y a la question de l'offre, il y a la question de comment un pays propose l'accès, mais la question de comment, d'une part, les intervenants de premier niveau se l'approprient, ça c'est la question de Marie-Laure en gros, et d'autre part, comment les populations en ont connaissance, c'est aussi une question qui me paraît fondamentale. Donc je ne sais pas si ces indicateurs sont recueillis dans d'autres pays, je ne sais pas si ça peut être une proposition de la France, en tout cas c'est quelque chose sur lequel on peut travailler au Centre national. Tu veux répondre? Oui, alors juste pour répondre à Sarah sur est-ce qu'il y en a d'autres qui le font, au congrès de l'IAPC cette année, il y avait une présentation hollandaise un peu sur le même genre, mais auprès d'un échantillon beaucoup plus petit de personnes sur les connaissances des dispositifs qui existent aux Pays-Bas. Après, ça sous-entend qu'il y ait les mêmes dispositifs dans d'autres pays pour, en tout cas dans le cadre de l'Atlas européen, avoir une comparaison internationale. Mais en tout cas, oui, ça peut être des indicateurs un peu de diffusion en fait d'informations qui peuvent être envisagés. Merci Thomas. Madame Delettre, Sandrine, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je voulais savoir par rapport à votre atlas mondial, vous partez de l'atlas français des soins palliatifs ou c'est un travail à part? J'ai pas forcément compris votre interrogation par rapport à l'atlas réalisé par le centre. C'est un travail, moi je peux répondre à cette question. En fait, c'est un travail à part parce que les indicateurs sont pas les mêmes, mais il y a des indicateurs tout de même qui se rejoignent et qui du coup permettent de récupérer les données par le travail qui est déjà fait en amont. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez d'autres suggestions à nous faire parvenir. Peut-être toujours une suggestion dans les acteurs sur la connaissance des droits. Les associations de bénévoles aussi peuvent nous fournir sans doute des indicateurs intéressants à partir des données qu'elles recueillent auprès des familles, des aidants. Donc voilà, moi je reste sur la manière d'ouvrir le recueil de données auprès de ces acteurs. Merci Catherine. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Si plus personne n'a de questions, donc le webinaire a été enregistré, sera revisionnable, et puis on reste à votre écoute et disponible pour toute question. Et merci beaucoup pour votre présence. Et très bonne journée à vous.